Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on reçoit Soubatra sur son combat contre le cancer. Hello Soubatra, comment tu vas ? Bonjour, ça va bien. On va commencer par la première question. Est-ce que tu peux te présenter, nous donner ton âge, ta profession et puis si tu as d'autres détails aussi à nous partager ? Je m'appelle Soubatra et j'ai 34 ans. Je suis professeure de philosophie, mais aussi doctorante en philosophie en ce moment, donc dans la recherche aussi, depuis 3 ans. On va commencer par la première question. Et je voulais savoir quelles étaient les prémices de ton combat. Les prémices de mon combat contre donc le cancer de l'estomac qui m'a touchée en 2020, il y a eu surtout une grosse période de stress en fait pendant cette année-là qui m'ont sans doute généré des brûlures d'estomac. Et ça a été les premiers signes de ce cancer à venir qui m'ont alertée, qui m'ont inquiétée. Donc j'avais vraiment une sensation de brûlure à ce niveau-là, comme si on me versait un peu de l'acide à cet endroit-là, au niveau de l'estomac. Et je n'arrivais pas à dormir la nuit, je perdais du poids très très vite. Et j'étais extrêmement, extrêmement fatiguée, alors que j'avais une vie un peu, dans tous les sens et très occupée, mais j'étais quand même toujours fatiguée, même après avoir récupéré, après des siestes, etc. Et surtout en plein confinement, pendant que je mangeais énormément, j'avais quand même perdu énormément de poids. Donc voilà, ça c'était vraiment les prémices de la maladie qui m'ont alertée et qui m'ont poussée à aller consulter assez rapidement. Est-ce que tu pourrais nous expliciter les différentes étapes par lesquelles tu es passée, vraiment du tout début de ta connaissance vis-à-vis de cette maladie et jusqu'à la fin du traitement ? Oui. La première grande étape, c'était évidemment après les prémices et les consultations médicales, etc., les examens, la découverte et du coup l'annonce du cancer. On m'a annoncé ça en juillet 2020, que j'étais touchée d'un cancer de l'estomac, stade 1, voilà. Il y a eu ensuite toutes les consultations, pour déterminer si j'allais survivre ou pas, ce qu'on appelle un bilan d'extension. Donc c'est un scanner qu'on passe pour savoir si le cancer est localisé, et s'il est localisé, c'est plutôt une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que soit il est opérable et du coup on peut enlever cette partie et c'est fini, soit la partie à traiter avec les chimiothérapies ou n'importe quelle autre thérapie va être beaucoup plus ciblée, ou en tout cas la zone à traiter est moins large, donc il y a plus de chances de guérison. Et il s'est passé quand même 10 jours où j'ai consulté différents médecins, le temps d'obtenir des rendez-vous, etc., pour faire le bilan d'extension. Et le bilan d'extension a montré que j'avais un cancer localisé et qu'il n'était pas propagé partout dans mon corps ou à certains endroits de mon corps. C'est ce qu'on appelle des métastases. Donc j'avais un cancer de l'estomac non métastasé. Donc c'est une très bonne nouvelle. Donc j'étais très très soulagée. C'était un des jours les plus stressants de ma vie. Mais voilà, ça s'est relativement bien fini avec cette nouvelle-là. Donc j'étais opérable, j'étais traitable, etc. Donc c'est le moment où j'ai compris que ça allait aller, que j'allais sans doute survivre, que ça allait être difficile, mais que voilà, la mort s'éloignait un petit peu. Et ensuite, j'ai eu le début des traitements en fait assez rapidement, parce que à partir du moment où on découvre qu'on a un cancer, on est complètement pris en charge par les équipes médicales et c'est le tourbillon. On n'a même pas le temps de se poser des questions. Donc j'ai été prise en charge et j'ai commencé la chimio le 25 août, sachant que j'ai été diagnostiquée le 10 juillet 2020. J'ai commencé la première chimio le 25 août 2020. Et il s'est passé du coup 1 mois et demi pour faire tous les examens, pour être sûre aussi que j'étais capable de supporter une chimiothérapie, etc. Parce que avant de décider de ce qu'on appelle le protocole de traitement, il se passe énormément de réunions entre des spécialistes pour savoir ce qu'on fait en fonction de la personne qu'on a en face. Et puis ensuite, nous, on a aussi la possibilité d'accepter ou de pas accepter. Voilà. Mais c'est quand même très, 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 très rapide. Et puis moi, il y a eu plein de décisions. Oui, on fait la chimio, non, on fait pas la chimio. Donc c'était un peu des hauts et des bas. Mais voilà.
Et avant de débuter la chimio, il se passe quand même presque un mois. Parce que dans mon cas, comme je suis jeune, on est obligé de me proposer ce qu'on appelle la préservation de la fertilité. Et ça prend un certain temps. Ça peut assez facilement prendre 2 à 3 semaines entre aller voir les sages-femmes, vérifier qu'on a assez d'ovocytes ou pas, nous proposer différentes solutions, prendre des traitements, parce que c'est des traitements hormonaux qui doivent se prendre sur plusieurs semaines, et ensuite le prélèvement des ovocytes, etc., etc. Donc ça prend un petit peu de temps, et moi j'ai accepté de le faire parce que je savais pas si je voulais avoir des enfants ou pas, donc dans le doute je l'ai fait, car la chimio touche la fertilité, en tout cas pas toutes, mais la mienne elle touchait un peu la fertilité, donc du coup pour pas prendre de risques, je l'ai fait pour me donner le plus de liberté plus tard. Et une fois que les chimios ont commencé, donc ça a commencé le 25 août jusqu'en novembre à peu près, et en novembre j'ai été opérée de ce qu'on appelle une gastrectomie totale. Et après ça, j'ai repris un dernier cycle de chimio où, après m'avoir totalement enlevé l'estomac, on m'a refait encore 4 sessions de chimiothérapie. Et ça a duré jusqu'à mars 2021. Donc en gros, ma prise en charge, elle s'est faite de juin 2020 à mars 2021. Donc le traitement a quand même pris 9 mois, et tu me disais que justement c'était assez rapide pour une personne qui a un cancer. Et justement, tu as vécu très rapidement cette phase de traitement, et comment est-ce que ça a eu un impact sur l'après-cancer ? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, mentalement et physiquement ? Disons que pendant effectivement le traitement, 9 mois, je disais que c'était court, parce que en général, il peut y avoir, par exemple, dans certains cas de cancer du sein, il peut y avoir un traitement d'hormonothérapie qui peut suivre pendant des années après, etc. Donc, il y a un traitement médicamenteux après qui fait que ça dure des années. Moi, ça s'est terminé sur un court laps de temps. J'ai pas eu tant de chimio que ça. Disons que j'ai eu le minimum qu'on pouvait avoir, finalement. Et donc, c'est quelque part passé très vite. Ça a l'air long, 9 mois, mais en fait, c'est très, très, très rapide, surtout quand on est vachement pris en charge par les équipes médicales et hospitalières. Et le contraste, c'est que le post-cancer, c'est pas juste 9 mois, c'est beaucoup plus longtemps. J'espère pas toute la vie, mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ça a des impacts dans ma vie, des impacts physiques et psychologiques. Et du coup, c'est vrai qu'il y a vraiment un décalage entre la prise en charge dont on bénéficie. On est ultra couvé, on est ultra surveillé, on est ultra suivi, aussi bien par les équipes médicales que par les proches. Et l'après-cancer, c'est un peu l'image du désert avec la botte de foin qui tourne. On se sent assez abandonné et seul. Pas tellement parce que les gens nous écrivent plus, etc. Mais il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'aussi, le cancer est terminé, donc on reprend nos routes, et tant mieux, parce que personne n'a envie que ça dure toute la vie. Mais en même temps, on doit faire face à cette nouveauté, parce qu'on n'a pas eu le temps de se poser des questions, et vaut mieux pas, de toute façon, se poser des questions pendant les traitements. Il faut avancer, il faut rien lâcher, faut tenir mentalement. Et en fait, il y a un relâchement après, où on réalise ce qui nous est arrivé, on se demande ce qu'on va faire, et on voit plus les médecins autant. Donc on se retrouve avec beaucoup d'anxiété aussi que ça puisse revenir, avec des questionnements qu'on n'a pas eu le temps de formuler avant, sans réponse. Enfin, moi, mon cancer, il n'avait pas de cause. Et du coup, il y a des questions qui peuvent se demander, tiens, pourquoi c'est arrivé ? Est-ce que ça va revenir ? Et comme on n'a pas de prise, en fait, là-dessus, il y a certaines angoisses liées à la maladie qui peuvent s'installer. Il y a toute une confiance à réinstaller en soi, en la vie, en les choses. Donc, il y a une forme de solitude qui est liée à l'après-maladie, qui n'est pas du tout facile à accepter et à vivre si on n'est pas accompagné psychologiquement. Enfin, moi, je suis accompagnée psychologiquement depuis très longtemps, donc je suis assez chanceuse de pouvoir formuler ça, anticiper ça et y réfléchir. Mais c'est une vraie problématique. L'après-cancer, j'ai trouvé même à certains moments que c'était plus difficile que pendant la maladie et pendant les traitements. Parce que c'est un combat psychologique de marathon.
faut pas lâcher, voilà, faut pas lâcher parce qu'il y a tellement une sorte d'affaissement après. On a mobilisé toutes les forces qu'on avait pour se battre, et après, quand on se dit ça y est, c'est fini, c'est un peu bizarre, mais il y a des fois où mon infirmière, elle me manquait. Je me disais, je pense qu'il y a un attachement aussi. Parce que dans oui, le combat, on est plus attaché à ce qui nous entoure. Oui, et puis l'équipe médicale, ça rassure. Enfin, des médecins, ça rassure. Et moi, j'ai une équipe médicale vraiment au top, hyper humaine, hyper présente, très réconfortante. Et du coup, on est vraiment laissé un peu face à soi-même. On se dit que voilà, le patient ou la patiente va mieux, elle est guérie pour l'instant. Et même s'il y a des contrôles tous les 3 mois ou tous les 6 mois, bah, ça change du rythme d'avant où on avait des visites quasi quotidiennes ou toutes les 48 heures où on est ultra suivi par des médecins et par sa famille et par ses amis. Là, il y a un peu une solitude. Et physiquement, du coup, l'après-cancer, c'est comment ? Physiquement, c'est plus facile, je dirais. Le corps est magique, il se remet beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine de pas mal de choses qu'il subit ou qu'on lui fait subir. Et du coup, je ressens encore beaucoup ce qu'on appelle de la fatigue chronique ou de la fatigue résiduelle. Et ça, c'est vraiment les chimios en fait qui créent ça. Les chimios, il faut savoir que c'est des molécules qui sont administrées au corps, soit par perfusion, soit par voie orale, soit par radiation, etc., pour éliminer ce qu'on appelle les cellules à développement rapide. Parce que concrètement, qu'est-ce que c'est un cancer ? C'est une mutation génétique qui fait que des cellules qui devraient se reproduire à un rythme normal se reproduisent beaucoup trop vite. Et donc, ça crée une masse. Et c'est ce qu'on appelle une tumeur. Des fois, c'est cancéreux, des fois, c'est pas cancéreux. Et du coup, pour être sûr de détruire ces cellules-là, on fait des chimiothérapies qui détruisent toutes les cellules à développement rapide, donc les cellules des muqueuses, les cellules des cheveux, des ongles, de la peau. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir la peau très très abîmée quand on subit des chimios, on perd ses cheveux, ça c'est le truc, je pense, le plus connu des chimios qui fait peur aux gens. Ça peut être, on a des aftes dans la bouche parce que les muqueuses, elles se renouvellent pas comme d'habitude, etc., etc. Donc la chimio, c'est un traitement assez agressif et du coup, ça peut mettre pas mal de temps à ce que le corps se débarrasse de la toxicité des chimios. Par exemple, moi, le foie, ça permet de filtrer en fait les toxines. Mon foie, il ressemblait au foie d'une personne qui était touchée par l'alcoolisme à la fin des chimios, alors que moi je bois pas d'alcool. Et il a fallu quasiment un peu plus d'1 an pour que mon foie soit complètement nettoyé. Et du coup, tout ça pour dire que depuis que mon foie est clean, débarrassé de toutes les chimios, etc., je sens une vraie différence aussi physique, un regain d'énergie, etc., qui me font dire que ça va quand même bien physiquement. Il me manque plus que la reprise du sport pour non seulement moi regagner les muscles que j'ai pu perdre à cause des hospitalisations, etc., mais aussi pour m'armer correctement pour éventuellement réduire le risque de récidive, etc. Parce que le sport, comme ça booste les globules blancs, ça permet vraiment de lutter contre les maladies de manière générale. Donc, faites du sport. C'est bon à savoir. On va passer sur un autre aspect. Donc, le combat est aussi accompagné par le soutien des autres. Et je voulais parler de ton entourage. Ouais. Et tu as un entourage assez mixte, donc sud-asiatique et aussi non sud-asiatique. Et je voudrais savoir comment ça s'est passé avec ton entourage en général. Alors, j'ai eu plusieurs cercles en fait d'entourage, donc ma famille très 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 proche qui s'est occupée de moi. Donc il y avait mon mari qui est pas d'origine indienne du tout. Il y a mes sœurs et ma mère, donc c'était les 4 personnes principales à s'occuper de moi et à être vraiment au cœur de ma maladie pendant 1 an et quelques. Et puis après il y a les amis où là pareil c'est très mixte et après j'ai de la famille pas vraiment éloignés, mais qui sont des amis de la famille que je considère vraiment comme la famille, que j'appelle mes cousins, mes cousines. Et puis il y a les tantes, les oncles, donc voilà, génération plutôt jeune et la génération plutôt d'adultes. Et après, voilà, des gens qui n'étaient pas du tout sud-asiatiques, où l'approche de la maladie est très différente.
Mais avec mon entourage, il y a eu vraiment deux types, on va dire, de réactions. J'ai eu globalement, moi, un entourage plutôt bienveillant qui m'a accompagnée là-dedans. Aussi parce que j'ai un cousin qui a été emporté par un cancer au moment où moi, je combattais le mien. Et lui, ça faisait déjà 3 ans et quelques qui se battait contre ce cancer des os, lui, pour le coup. Et je l'ai perdu au moment où moi j'ai guéri, à la fin de mon traitement. Et ça nous a malheureusement, je dirais, préparés à aborder certaines problématiques liées à la maladie, liées au traitement, liées à la chimiothérapie. Donc par exemple, les chimiothérapies, etc., il y a beaucoup de gens de ma famille qui savaient déjà à peu près ce que c'était, même si le cancer, c'est pas une maladie. Il y a un cancer par personne, je dirais, parce qu'en fonction de ton stade, de ce que c'est, etc., finalement, c'est toujours très, très différent, donc ça se compare pas. Mais il y a quand même des choses qu'on entend, les chimios, etc. Et donc, il y a eu une réaction de peur, évidemment, beaucoup, dans ma famille. Ma mère a une réaction très, très touchée, vraiment. Elle a beaucoup pleuré, elle s'est beaucoup demandé pourquoi ça lui arrivait. À elle, que sa fille soit malade. Ma mère a traversé beaucoup d'épreuves dans sa vie, donc ça venait encore comme une nouvelle épreuve difficile à gérer. Et ça, disons que c'était souvent les adultes sud-asiatiques qui réagissaient comme ça. J'ai pas envie de dire surréagir de manière absolue, mais pour moi, c'est vrai que ça faisait beaucoup, même si je m'y attendais. Je savais très bien comment allait réagir ma mère, je savais très bien comment allaient réagir certains adultes de ma famille. C'est une nouvelle qui peut être dramatique, même si je savais que j'allais m'en sortir, je savais quand même que ça allait être difficile à accepter. Puis moi, je suis pas parent, donc j'imagine qu'entendre que son enfant est malade, touché d'un cancer. Le cancer, en fait, il a une aura super morbide, évidemment. Donc je comprends que ça fasse peur. Et en même temps, c'est vrai que j'aurais aimé qu'elle puisse être positive plus souvent. Ça arrivait par la suite du traitement, parce que j'ai eu pas mal de discussions avec elle, pas toujours très calmes, sur le fait que moi, j'avais pas envie de la consoler. Que c'était pas mon rôle de la consoler au moment où moi j'étais malade, que je pouvais pas prendre en charge ses émotions, parce que déjà moi ça faisait beaucoup, et que je viens d'une famille dans laquelle, par mon histoire personnelle, mais aussi sans doute qu'il y a quelque chose un peu de culturel dans nos familles sud-asiatiques, où en tout cas dans les familles sud-asiatiques, je pense, qui ont vécu une migration, où il y a beaucoup d'enfants qui peuvent être parentifiés et donc qui prennent en charge leurs parents sur plein d'aspects. Et moi, j'avais pas envie à ce moment-là de le faire. Donc c'était un peu challengeant ça, de devoir gérer ça en plus de la maladie, de me dire non mais là en fait moi je peux pas gérer les pleurs de ma mère, je peux pas gérer les pleurs d'une tante, je peux pas gérer les oncles et les tantes qui vont se demander pourquoi c'est arrivé. Je sais que ma mère avait beaucoup, je comprends qu'on cherche tous du sens quand il arrive quelque chose comme ça, qui a l'air d'être une catastrophe, un drame, mais moi c'est vrai qu'il y avait un décalage, parce que j'essayais justement de me dire que ce qui m'était arrivé, c'était pas de ma faute. Parce que c'est très bizarre, mais quand on est malade, on se demande si on n'a pas mal fait quelque chose. On se dit, est-ce que j'ai pas assez pris soin de moi ? Est-ce que je me suis pas écoutée ? Est-ce que j'ai stressé pour rien ? Etc. Et puis moi, j'avais une vie stressante. Donc déjà, je m'en voulais, même si j'essayais de me dire, il faut pas s'en vouloir. C'est pas du tout le moment de commencer à se dire, c'est la faute de qui ? Ça arrive, c'est pas de chance. Ça arrive, c'est pas de chance, c'est comme ça. Mais c'est vrai que je viens d'une famille dans laquelle on a toujours besoin de trouver un coupable. Et du coup, ma mère se demandait beaucoup quoi, qui, comment c'était arrivé, à cause de quoi. Et j'avais beau essayer de lui dire, mais en fait, il n'y a peut-être pas de raison, il n'y a peut-être pas de cause. Enfin, si, il y a forcément une cause physique, mais en tout cas, c'est la faute de personne. Et dans ma famille, il y a beaucoup de croyances sur des malédictions, par exemple. Et ça, c'était très compliqué à entendre pour moi, parce que c'est difficile d'entendre qu'on est malade parce qu'il y a des gens qui nous auraient possiblement jeté un sort, parce que dans ma famille, il y aurait des hommes qui auraient fait des choses horribles, et alors du coup, les femmes auraient lancé des malédictions, parce que c'est toujours évidemment les femmes qui lancent des malédictions entre elles. C'est très patriarcal et sexiste, ce genre de choses. Donc, moi, ça ne me faisait pas du bien d'entendre ça, parce que j'essayais justement de me dire que peut-être c'était arrivé comme ça. J'en tirerais des leçons si j'ai envie d'en tirer, mais ça
c'est peut-être juste aléatoire et c'est tombé sur moi et tant pis. Mais j'avais pas envie qu'on vienne me dire c'est peut-être parce que t'as mal mangé, c'est peut-être parce que t'as quitté la maison, c'est peut-être parce que vous sortez beaucoup, vous maintenant, vous allez tout le temps manger au restaurant, etc. Et moi, je le vivais un peu comme un reproche du fait que je m'étais éloignée de ma culture. C'est déguisé, c'est inconscient et c'est caché comme reproche. Mais de dire c'est parce que vous mangez tout le temps dehors et que vous cuisinez pas à la maison, ça sous-entend pas comme nous qui cuisinions traditionnellement, etc. Je sais pas, peut-être qu'il y a un fond de vérité. On est dans des sociétés où tout est très industrialisé, la nourriture est très transformée. Je n'en saurais jamais rien. Mais en fait, de faire des hypothèses dans le vide et dans le vent, moi, ça m'aidait pas du tout. Et je sais que quand mon cousin était malade, lui, comment dire, il a un peu essuyé les plâtres parce que il a pu entendre des choses comme oui, mais c'est parce que il a fait ci ou il a fait ça, ou t'as qu'à essayer ci ou t'as qu'à essayer ça. En fait, on n'a pas besoin de conseils non sollicités. Les médecins s'occupent très bien de nous, donc on n'a pas besoin en fait de ça. Et personne ne sait pourquoi c'est arrivé, donc autant garder ses questionnements pour soi. Donc moi, c'est juste par rapport, voilà, dans mon entourage très très proche en tout cas, c'est surtout ma mère au départ que j'ai dû gérer émotionnellement, mais mes sœurs m'ont beaucoup aidée à ça. Et ma mère, c'est quelqu'un qui exprime beaucoup ses émotions, mais c'est aussi quelqu'un de très intelligent émotionnellement. Et du coup, quand je lui en ai parlé, même si c'était pas très dans le calme, elle a compris et elle a essayé d'être plus positive après. Elle a compris qu'en fait, effectivement, ça me faisait pas du bien et ça a fini par se rééquilibrer après. Et dans un entourage un tout petit peu plus éloigné, j'ai quand même eu des réactions assez bizarres de certaines personnes. Parfois des silences, ça c'était difficile. Des gens qui nous parlaient et soudain qui ont peur de la maladie. Je pense que le cancer, ça fait peur, mais on a l'impression de soi être un peu pestiféré. Et j'ai pu en discuter avec certains qui m'ont expliqué que souvent ils avaient peur de prendre des nouvelles parce que soit ils ne voulaient pas déranger. Mais je vous le dis, si vous avez des proches autour de vous qui sont malades d'un cancer ou d'une maladie chronique, etc., vraiment, faut pas avoir peur de ne pas nous déranger parce que ce sont des maladies qui sont très isolantes, surtout quand elles nous touchent physiquement et qu'on est empêché de sortir, etc. Moi, en plus, c'était pendant le Covid, donc j'étais vraiment isolée. C'est important de prendre des nouvelles, même un ça va, même de raconter votre vie. Souvent, on m'a dit, mais je savais pas quoi dire. Ben, racontez juste votre vie. En fait, on n'a pas changé entre-temps, on est content de continuer à discuter de plein de choses, on n'est pas obligé de parler de la maladie. Ou moi, ce que je disais, c'est si vous avez peur de poser une question, posez-la nous en disant « j'ose pas te poser cette question, si c'est OK pour toi, réponds, sinon non ». En fait, on n'a pas de tabou. Nous, on est là pour partager ça et il faut pas avoir peur de ça. Donc... parfois, c'était un peu blessant. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit je peux pas venir la voir parce que c'est trop dur pour moi de la voir sans cheveux. Enfin, moi, j'ai un cousin un peu éloigné à qui j'avais envoyé une photo juste pour rigoler en disant « Ah, regarde, je ressemble au Bouddha et tout ». Il m'a dit « Mais ça va pas d'envoyer des photos comme ça sans prévenir parce que j'avais pas de cheveux ». Bon, il est sorti de ma vie. C'est très simple, ça fait le tri. Mais voilà, et sinon, après, dans mes amis, etc., j'ai eu énormément de chance. Je suis très, très bien entourée. J'ai des sœurs avec qui je communique beaucoup, des cousins et des cousines qui savaient déjà un peu ce que c'était, et du coup, qui ont essayé d'être là au maximum. Moi, je recevais beaucoup de photos, je recevais des colis tous les jours. Voilà. Si vous avez des gens autour de vous qui sont malades pour un temps donné, un cancer, des chimios, etc., pensez à eux, mais montrez-le. Voilà. Pas grand-chose, un message vocal, n'importe quoi. J'ai le mari de ma cousine qui m'a envoyé des poèmes lus en espagnol tous les jours de mon hospitalisation, je crois, parce qu'il savait que j'aimais la littérature et il me les lisait en espagnol parce que je trouve ça trop beau. Et il oubliait jamais, quoi. Enfin, c'est des choses qui touchent. C'est pas grand-chose, ça coûte pas d'argent, mais ça veut dire on est là, comme on peut. C'est super touchant, les poèmes. Mais c'est vrai que dans des combats comme ça, être soutenu, c'est très important. Et je pense que c'est ce qui va t'aider à combattre le cancer que tu as eu, etc. Donc, très, très beau à entendre. Dans ton combat, tu as pu faire face à différentes réactions, différents événements, et notamment à certains tabous. Et je voulais demander s'il y avait des tabous aussi dans un combat tel que le tien. Alors oui, il y a des tabous malheureusement autour du cancer. Moi, je sais qu'il y en a principalement 2 auxquels j'ai dû faire face. Et
c'est principalement après la maladie. C'est-à-dire que pendant la maladie, il n'y avait pas trop de tabous. Limite, c'était l'inverse. C'est que les gens peuvent poser des questions qui peuvent paraître très intimes, qu'on ne poserait pas comme ça. Je sais pas, moi, dans le cas du cancer de l'estomac, on pouvait très régulièrement me poser des questions sur mon transit. Okay. Et ça paraît hyper intime, mais en fait, c'est vrai que dans une maladie comme un cancer digestif, c'est un truc dont on peut parler très facilement. Donc, ça fait très bizarre de se dire « Ah, et du coup, maintenant, est-ce que tu vas aux toilettes normalement ?» Et donc, il y a une barrière un peu qui tombe. Et à l'inverse, il y a d'autres questions qui peuvent être très simples, que les gens ne posent plus trop, ou en tout cas, ils ont peur de la poser. C'est tout simplement la question de savoir, et psychologiquement, comment ça va ? Et ça, je pense qu'il n'y a pas tant de gens que ça autour de moi qui me l'ont posé après. C'est-à-dire que quand le cancer s'est terminé, je pense qu'il y a beaucoup de peur de réactiver quelque chose. On ne sait pas comment la personne, elle se sent vis-à-vis de sa maladie. Est-ce qu'elle a envie de tourner la page et passer à autre chose et du coup, c'est affaire classée et on ne parle plus de cancer et c'est fini ? Ou est-ce qu'on peut continuer à en parler, mais du coup, on n'a pas envie de rappeler des mauvais souvenirs, etc. Et du coup, on n'en parle pas du tout. Moi, je suis plutôt team il faut parler de tout. Et au pire, si la personne, elle ne se sent pas capable d'en parler, elle peut le verbaliser. Mais c'est parce que je sais que j'ai assez de confiance en moi pour dire je ne souhaite pas parler de ça et du coup, que je peux fermer la discussion. Mais dans le doute, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent tout simplement pas poser la question « Est-ce que ça va ?» Mais le vrai « ça va », pas le « ça va, bonjour ». Mais le vrai « ça va, comment tu te sens maintenant psychologiquement ?» Souvent, j'ai facilement la question « Comment ça va physiquement ?» Est-ce que tu arrives à manger ? Est-ce que tu as récupéré l'énergie et tout ? Mais j'ai pas beaucoup eu de la part des très très proches comment tu te sens psychologiquement. Et je pense que c'est parce qu'il y a une peur que je réponde ça va pas. Que non, je suis en train de faire une dépression, ça va pas. Parce que les gens sont pas armés toujours pour accompagner leurs proches dans une santé mentale en souffrance. Et le deuxième tabou auquel j'ai eu à faire face, c'est la question de la fertilité. Moi, je me sens assez libre de parler de ça, mais en particulier dans ma famille, je sais pas, je pense pas que ce soit lié au fait qu'il soit sud-asiatique, etc. Mais en tout cas, il y a une certaine reproduction de certains modèles et donc de la cellule familiale. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un, je savais pas si je voulais des enfants ou pas, mais depuis très longtemps, encore aujourd'hui, je sais pas. Mais c'est une question qu'on me posait à demi-mot. Du coup, est-ce que tu pourras avoir des enfants ou pas ? Je pouvais répondre, mais maintenant, c'est clair que c'est ambiant. C'est-à-dire que tout le monde se pose la question de savoir est-ce que j'ai envie d'en avoir ou pas, mais est-ce que c'est possible que j'en ai ou pas ? Mais personne ne me pose la question. C'est latent. C'est-à-dire que c'est là, on voit que ça fait 2-3 ans que le cancer est terminé et je sens qu'on se demande si ça peut le faire ou pas. J'ai eu une tante récemment qui m'a posé vraiment la question, mais super gentiment. Elle m'a dit je sais pas si je peux te poser la question ou pas, et si je te pose la question et que c'est pas gentil, tu me le dis et tu réponds pas. Et j'ai trouvé que c'était super cool parce que c'est pas fréquent dans nos familles d'avoir la bienveillance de demander le consentement avant une question intime. Et elle m'a dit, mais tu pourras avoir des enfants ou pas ? Et donc la question de la fertilité, déjà c'est tabou dans la société en général, mais en plus quand on a été malade d'un cancer, etc., il y a vraiment ce truc-là. Et je peux sentir des fois un regard de pitié et en même temps de curiosité, on veut poser la question mais on n'ose pas. Donc voilà, c'est vraiment le deuxième tabou auquel j'ai eu à faire face. Et moi, je milite plutôt pour qu'on me pose la question ouvertement, parce que c'est pour moi l'occasion d'éduquer à propos de ce sujet-là, parce que je trouve que dans nos familles, le fait, par exemple, de pas vouloir d'enfants, c'est pas très courant comme position, et aussi, c'est pour moi l'occasion de faire un peu de pédagogie sur la préservation des ovocytes, sur aussi les procréations médicalement assistées, etc., etc. Souvent, là, moi, j'ai expliqué à ma tante que c'est possible, mais que si ça marchait pas, ce serait comme n'importe qui, je pourrais bénéficier d'une aide, etc. Et du coup, j'en profite aussi pour dire que il y a encore quelques années, au moment où moi j'ai eu mon cancer, la préservation des ovocytes, elle était remboursée par la sécurité sociale et prise en charge, etc., uniquement quand c'était dans le cas de maladies graves. Comme moi, là, j'ai eu un cancer, donc j'y ai droit. Mais depuis un peu plus d'1 an et demi, peut-être même presque 2 ans maintenant, c'est ouvert à n'importe quelle femme
qui souhaite préserver ses ovocytes entre 29 et 35 ans, vous pouvez prendre rendez-vous avec une sage-femme qui vous expliquera le chemin à suivre. Il y a pas mal d'attentes parce que ça fait pas longtemps que la possibilité est ouverte et ça sans condition de maladie ni rien. Donc voilà, moi, quand on me pose la question, j'essaye toujours d'éduquer là-dessus parce que je trouve que c'est important d'en parler. Merci pour l'information. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Et surtout qu'en fait, c'est super récent et que l'info, elle n'est pas diffusée. Donc voilà. Alors, je voudrais faire une pré-conclusion. Et je voulais notamment te demander les 3 plus grandes choses qui t'ont marqué dans ton combat. Alors, la première chose, c'est que ça a complètement bouleversé la relation que j'avais à moi-même et à ma vie. J'étais quelqu'un de très anxieux. Bon, je suis toujours un peu, mais beaucoup moins qu'avant. Et j'étais très dure avec moi. J'étais toujours à chercher à accomplir. Et en plus, à ne jamais être satisfaite de ce que je faisais. J'étais trop dure avec moi. Et maintenant, je m'aime beaucoup. Ça fait un peu peut-être prétentieux de dire ça, mais c'est vraiment très bienveillant. J'ai développé un amour pour moi qui est beaucoup plus sain, je suis beaucoup plus douce avec moi et j'ai envie d'aller le mieux possible tout le temps et j'ai envie de faire les choses qui me font toujours du bien à moi. Donc sans doute me remettre un peu en priorité et d'accepter que c'est pas grave en fait de penser à soi, limite que c'est nécessaire pour pouvoir justement être bien avec les autres. Et voilà, ça a complètement bouleversé la vision que j'avais de moi à moi-même. Je suis beaucoup plus bienveillante avec moi. Voilà. Je souhaite profondément mon propre bien. Et j'ai l'impression aussi que ma boussole intérieure est maintenant super bien réglée pour savoir ce que je veux et ce que je veux pas. Donc, je me sens vraiment plus au clair là-dessus avec moi. J'ai moins envie d'être dure avec moi. Voilà. La deuxième chose, du coup, ça va ensemble, et c'est naturel que ça en découle, mais c'est ma relation avec les autres. J'ai l'impression d'avoir une vue encore plus claire du genre de personne avec qui j'ai envie d'être et avec qui m'entourer. Et en faisant le bilan, je me rends compte que j'ai bien travaillé, que je me suis entourée des bonnes personnes. J'ai 2 sœurs exceptionnelles qui me soutiennent tout le temps. J'ai une maman qui, certes, a des façons de fonctionner indiennes qui, du coup, sont en décalage avec les miennes. Mais en fait, à force aussi qu'on vive ensemble, qu'on échange, elle évolue, elle apprend vachement de choses, moi aussi. Et je me rends compte que, du coup, notre relation, elle s'enrichit vraiment. Et mon mari, enfin voilà, j'ai l'impression d'avoir fait le bon choix de mes amis et de la famille avec qui j'ai envie de rester en contact. Quand on n'est pas entouré comme ça, on ne peut pas traverser ce genre d'épreuve comme quelque chose de rapide et ok. C'est-à-dire que moi, j'ai traversé ça en me disant bon, finalement, c'était pas si terrible, j'ai survécu et ça va aller. Mais je pense que pour avoir la confiance de se dire ça va aller, je vais réussir à traverser ça, c'est pas je vais. C'est on va traverser ça et je vais traverser ça parce qu'il y a des gens qui m'aident, parce que mes amis sont là, ils ont été au taquet pendant ces 9 mois, ma famille aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de garder et je pense que je l'ai gardé. C'est-à-dire que je m'encombre pas en fait des personnes qui sont pas là pour avoir vraiment un sens profond dans ma vie. Ça m'intéresse pas. Donc vraiment le côté mondain du monde, je l'ai vraiment rejeté, genre, ça m'attire pas du tout. Et la troisième chose que ça a changé dans ma vie, c'est plus mystique, mais j'ai vraiment compris que le corps et l'esprit sont pas du tout de choses séparées, mais que c'est la même chose. C'est à la limite, l'un est le reflet de l'autre, l'autre est le reflet de l'un, c'est les 2 faces de la même pièce. Je sais pas, je pourrais multiplier les métaphores, mais c'est la même chose. J'ai bien remarqué à quel point, quand le corps est complètement affaibli, mon mental a pris le relais et j'ai flanché évidemment des fois pendant le traitement, j'ai pleuré, j'ai extériorisé en disant que c'était dur. J'ai vraiment essayé de vivre ça de la façon la plus lumineuse et gaie possible et je pense que mes proches pourront te le dire que j'ai été forte à ce moment-là. Et après, quand le mental relâche un peu, après les traitements, c'est le corps qui prend le relais. C'est-à-dire que moi, vraiment, après le traitement, mon corps
chaque semaine, il s'améliorait tellement que du coup, ça me redonnait de la force mentale de me dire waouh, c'est incroyable, hier, j'arrivais pas à faire ça, aujourd'hui, j'arrive à faire ça. Et du coup, il fonctionne vraiment dans un tel binôme qu'on peut pas se dire c'est séparé. En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas fonctionner séparément. Donc, c'est hyper important de prendre soin de sa tête et de son corps, et qu'en fait, c'est la même chose. C'est pas du tout séparé. Et c'est ça qui permet aussi d'avoir une vision de la vie pleine de gratitude, parce que du coup ça c'est vraiment quelque chose qui a changé chez moi. Je me sens hyper chanceuse en fait de la vie que j'ai, et j'aimerais bien pouvoir transmettre un peu de cette confiance là en la vie, de me dire il faut faire confiance à la vie, et quelque part le fait d'avoir vu la mort de si près, ça modifie complètement l'intensité de la vie qu'on a envie de vivre, et je me dis chaque minute elle est importante. Donc des fois, c'est fatigant, mais en même temps, ça permet vraiment de ne pas perdre son temps. Voilà. Et comment ça va aujourd'hui, physiquement et mentalement ? Je vais commencer par le plus simple, c'est physiquement. Ça va plutôt bien physiquement. Le corps humain récupère vraiment très vite. Donc, j'arrive à me projeter de plus en plus, à travailler un petit peu plus, à pouvoir refaire du sport, parce que je ne pouvais pas les premiers mois et les premières années. C'est un peu technique à expliquer, mais je ne pouvais pas assimiler les protéines, et du coup, comme je n'assimilais pas les protéines, je ne pouvais pas prendre de muscles, et du coup, dès que je faisais du sport, j'étais beaucoup trop fatiguée, parce que quand on n'a pas d'estomac, comme c'est remplacé par un bout d'intestin grêle, la digestion doit mettre ça met plusieurs années avant que on réussisse à redigérer correctement, et qu'on puisse aussi absorber les nutriments, les vitamines, etc., un minimum pour pouvoir se reconstruire physiquement. Et ça, c'est depuis quelques mois vraiment que je sens vraiment que je suis capable de refaire du sport, etc. Et aussi, j'ai retrouvé de l'autonomie. Ça fait vachement de bien de pouvoir refaire des choses sans devoir demander à mon mari, à mes sœurs. Voilà. J'ai encore beaucoup de fatigue, mais ça va se résorber normalement un peu, même ça va rester. Mais c'est pas le plus difficile, je trouve. Le corps est incroyable. Et par contre, mentalement, je dirais que c'est là la partie un petit peu plus difficile, parce qu'il y a beaucoup d'hauts et de bas. Je suggérerais à toute personne qui soit a traversé la maladie, soit à un proche, mais vraiment quelqu'un de proche qui a traversé la maladie, de pas négliger sa santé mentale. Ça demande un vrai accompagnement psychologique. Ça veut pas forcément dire aller voir un psy, mais ça peut être de l'hypnose, ça peut être de la sophro, ça peut être des massages. Enfin, vraiment prendre soin de soi pour essayer d'extérioriser ce qu'on a encaissé. Parce que, comme je le disais, pendant les traitements, on encaisse tellement que la retombée peut être parfois difficile. Et là, moi, ça fait 3 ans, vraiment pile poil, que j'ai commencé les chimios, etc. Et moi, si le cancer s'est terminé en 2021, on est en 2023, ça fait 2 ans, on va dire, que c'est sorti de ma vie, médicalement parlant. Et quand même, j'ai des moments où ça va très bien, et des moments où ça va très mal aussi. Il y a des moments où c'est difficile parce que même si je me sens chanceuse, etc., je trouve qu'il y a beaucoup de deuil à faire. Il y a beaucoup de deuil de la vie d'avant qu'on retrouvera jamais. Et c'est pas grave. Enfin, je veux dire, quand quelque chose meurt, il y a d'autres choses qui naissent derrière toujours, parce que c'est le principe de la vie, le mouvement. Mais ça peut être difficile à certains moments d'avoir autant de deuil en même temps. On perd une partie du visage qu'on avait parfois. Moi, j'ai perdu beaucoup de poids, donc il faut accepter son nouveau corps et du coup faire le deuil de l'ancien qui me convenait très bien. Il faut faire le deuil aussi du fait qu'on est moins performant physiquement. La chimio laisse aussi ce qu'on appelle un chemobrain, donc c'est le cerveau de la chimio. J'ai des pertes de mémoire, j'ai des difficultés de concentration, et en fait, il faut accepter ça. Et on sait que ça peut partir, on peut aussi toujours l'avoir, mais je suis différente de celle que j'étais avant. Je suis pas moins bien, mais il faut se persuader que c'est pas moins bien. Il faut se dire c'est différent, et du coup il faut tellement reconstruire des choses. Le couple aussi en prend un coup, ça c'est super tabou. Le fait que dans le couple ça peut évidemment être c'est un séisme, et du coup qu'il faut se reconstruire après ça. Alors je sais plus exactement les statistiques, mais je sais que quand il y a des femmes qui ont des cancers, il y a
beaucoup d'hommes qui les quittent. Et à l'inverse, quand des hommes ont des cancers, le nombre de femmes qui les quittent parce qu'ils sont malades, il est beaucoup moins élevé. Et le nombre de divorces après des cancers est assez important. Donc, c'est des choses qu'on ne dit pas. Et on a l'impression que la maladie, ça soude, ça rend plus fort, etc. Non, c'est pas vrai. La maladie, c'est vraiment difficile pour un couple à traverser. Il y a plein de choses à reconstruire. Et moi, je reconstruis mon couple et on communique beaucoup, donc ça aide énormément. Mais il y a ça. Les relations aussi avec mes sœurs et ma mère, c'est bouleversant. Là, pour le coup, moi, j'ai retrouvé ma place d'enfant auprès de ma mère parce que j'étais beaucoup en parent pour elle et le fait d'être tombée malade, ça a bizarrement rééquilibré les choses parce que je suis redevenue sa fille à ce moment-là. Et moi, ça m'a fait du bien qu'on s'occupe un peu de moi pendant que j'étais pas bien parce que je pouvais pas m'occuper de moi toute seule. Et même avec mes sœurs, comme je me suis beaucoup occupée d'elles comme d'un parent, enfin ça arrive dans beaucoup de fratries que les aînés fassent ça quand on est dans des situations familiales compliquées. Et j'ai l'impression aussi que le fait d'avoir été malade, j'ai pu leur laisser la place d'être des sœurs aussi pour moi et puis qu'elles puissent m'aider moi aussi, que moi aussi je pouvais être vulnérable. Donc c'est des choses qu'on ne dit pas trop, mais voilà, qui se passent et des fois c'est génial et c'est intense et d'autres fois ça fait beaucoup. Donc mentalement il y a des hauts et des bas et je dirais que c'est mon combat d'aujourd'hui, mon combat de marathonienne, de me dire il y a encore des années à passer pour que ce soit complètement dehors de ma vie. En même temps que j'estime que c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée dans ma vie parce que je préfère celle que je suis aujourd'hui par rapport à celle que je suis avant. Je me trouve plus juste avec moi et plus claire avec moi, etc. Mais c'est un long chemin, quoi. Donc pour conclure, on va terminer sur cette dernière note. Et je voulais te demander si tu avais des messages à faire passer pour des personnes comme toi qui ont des combats avec la maladie, cancer ou autre maladie, et aussi aux personnes qui font partie de l'entourage de ces personnes en plein combat. Oui, alors pour les personnes qui sont concernées par la maladie, ne culpabilisez pas, parce que je pense que des fois on peut se demander pourquoi ça nous est arrivé, etc. Et ce sont des questionnements qui sont pas toujours sain. Voilà, c'est arrivé. D'abord, occupez-vous de soigner ça et puis ensuite de se poser les questions sur de quoi j'ai envie après. Ça, c'est important, mais voilà, pas trop culpabiliser. Et surtout de ne jamais lâcher mentalement parce que y a plein d'études même qui le montrent que quand on apprend le cancer, il y a une vraie chute mentale et psychologique où on a peur, on se met à vomir plus souvent, etc., par exemple. Et du coup, vraiment, la tête, c'est... je rigole même pas, mais je pense que c'est 70-80% du combat. Il faut rien lâcher, jamais rien lâcher. Et du coup, mon message pour les proches, c'est d'aider vos proches qui sont malades à ne rien lâcher. Et de manière très concrète, parce que je pense que c'est quelque chose de plus simple à envisager avec des exemples très concrets, de demander à la personne si elle a envie de parler de ce qui lui arrive ou pas. Parce qu'au moins la personne, elle peut vous le dire. De lui apporter des choses, de lui faire des cadeaux. Très simple. Ça peut être, vous faites un gâteau au chocolat et peut-être qu'elle peut pas le manger, mais ça lui fera plaisir de l'avoir. Demandez-lui ce qui lui ferait plaisir à manger. Ça, c'est important parce que ça aide beaucoup au moral. Mais surtout, ayez des attentions. Ça peut être des messages, mais c'est tout simple. C'est-à-dire que c'est pas des cadeaux matériels, mais c'est vraiment d'appeler la personne. N'ayez pas peur de la personne malade. Voilà, c'est vraiment mon conseil. C'est pas des gens pestiférés, c'est des gens qui sont justement dans un isolement et dans un moment de faiblesse. Donc, il faut vraiment être avec elle pour l'accompagner d'où vous pouvez, comme vous pouvez. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire débarquer chez elle tous les 4 matins pour lui faire un câlin, mais si ce que vous pouvez faire vous, parce que la maladie effraie, donc je comprends qu'on puisse se tenir loin. Par exemple, si on a un proche qui a eu la même maladie et qui est décédé et qu'on a quelqu'un derrière, je sais pas, un père qui a eu un cancer, qui est mort, et on voit que son ami a pareil, bien sûr que ça peut être un peu trigger, quoi, et on n'a pas envie. Mais ça peut être ce que vous pouvez de loin, et même ça, de le verbaliser, de dire, moi, c'est vrai que c'est un sujet qui me touche particulièrement, donc je peux pas faire autant, mais envoyer un message juste pour dire, est-ce que ça va, moi, ou alors
de raconter votre vie, de dire moi il m'est arrivé ça, etc. C'est quelque chose qui aide énormément. Donc si vous pouvez, rendez visite à vos proches qui sont malades, parce que la solitude c'est le combat le plus difficile là-dedans. Et les personnes malades, vous le formuleront pas tellement souvent, parce qu'on a déjà l'impression d'être un fardeau pour nos proches pendant qu'on est malade. Et du coup on n'ose pas demander encore plus que ce qu'on nous donne déjà, mais ça fera jamais trop. C'est-à-dire que le fait d'être là, de prendre des nouvelles, c'est hyper important. Et ne leur faites pas des remarques sur leur physique, évidemment. Et voilà, posez les questions sans tabou, demandez-leur comment ils se sentent par rapport à ça. Je pense que l'honnêteté et la transparence, c'est ce qui fera que la personne malade se sentira le plus en confiance, en fait, et pas un sous-être humain qui a perdu de la valeur. Et le dernier message aussi, alors ça, c'est pour les gens qui sont pas forcément malades, mais si vous avez un problème de santé qui traîne, allez consulter s'il vous plaît. Et quand bien même ce serait un truc dramatique ou difficile comme un cancer, eh ben ça peut aussi bien se passer, bien se terminer. Vous pouvez être bien pris en charge et avoir une belle vie derrière. Mais s'il vous plaît, allez consulter et n'ayez pas peur d'aller voir un médecin en vous disant au moins si je vais pas voir un médecin, je sais pas ce que j'ai et voilà, je saurai pas. Allez consulter parce qu'il y a beaucoup de choses qui se soignent quand c'est pris très tôt. Voilà. Je voulais vraiment te remercier pour cet entretien. Super touchant et inspirant. Parce que bon, pour une personne comme moi qui n'est pas forcément liée à la maladie, qui n'a pas de proches dans la maladie ou même qui n'a pas été vraiment touchée par une maladie, ça peut être hyper formateur. J'utilise le mot formation, mais voilà, je pense qu'on m'a comprise. Et je pense que ça va aussi aider énormément de personnes, en tout cas de les prévenir aussi de ce genre de choses. Et pour les personnes qui sont actuellement en train de le vivre, que ce soit le proche ou la personne en elle-même, je pense que c'est un témoignage qui est super intéressant et qui va aussi aider à libérer la parole sur le tabou de la maladie. Donc un grand merci pour ça. Et je voulais aussi vous remercier d'avoir visionné cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Salut.